Bien, c'est parti. Alors, il s'agit toujours des travaux dirigés sur machine pour la data science. Voilà, et dans cette vidéo, je vais parler de la subdivision apprentissage-test des ensembles de données, hein, du dataset. Alors, jusqu'à les séances 6, c'est moi qui le faisais. Pourquoi? Parce que ça m'assurait d'avoir, pour nous, pour moi et pour vous, pour moi dans la correction et pour vous quand vous travaillez chez vous, d'avoir exactement les mêmes ensembles de données en apprentissage et test. Ainsi, c'est plus facile de vérifier les calculs, ainsi de suite. Très bien. Mais dans la vie réelle, non, 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 Rico ne sera pas toujours là pour préparer les fichiers, bien sûr, bien sûr. Donc, ce sera à vous de le faire. Et justement, dans cette séance 7-ci, voilà, on va voir comment on pourrait faire ça. Alors, sous Python, c'est relativement simple. Pourquoi? Parce que je vous montre là très rapidement. J'ai créé un tutoriel là-dessus qui est là devant vous. Alors, c'est le tutoriel où je montre comment on fait de machine learning sous Python avec scikit-learn. Et dans ce tutoriel-là, à un moment donné, page 8, je montre cette subdivision-là. Il y a un outil pour le faire. Train test split. Voilà. Alors, dans mon exemple ici, voilà, j'ai pris le dataset là, que j'ai chargé. Il est là, j'ai chargé. Ensuite, je fais quelques vérifications. Toujours faire des vérifications pour voir si les données sont bien cohérentes, si elles ne sont pas corrompues. Une fois que c'est fait, ça, moi, dans mon exemple ici, j'ai scindé d'abord les données en deux parties. D'une part, les x des variables explicatives et d'autre part, y, le vecteur qui représente la variable cible, donc la variable qu'on souhaite prédire. Alors, une fois que c'est ça, je fais appel à train test split en passant ces deux ensembles-là. C'est ce qui se passe ici. Voilà. Ensuite, on spécifie la taille d'échantillon test. Et donc, normalement, la taille d'échantillon d'apprentissage, c'est le complément. Hein. Donc là, typiquement, dans mon exemple, ici, la base complète fait 768 observations. J'ai spécifié une taille d'échantillon test de 300, donc par conséquent, la taille d'échantillon d'apprentissage est 468. Voilà. Alors, le random stat, si vous le fixez, ça permet de rendre reproductible l'approche. Hein, voilà, si vous faites deux fois la même manipulation, en fixant la valeur du random stat, voilà, vous avez exactement les mêmes résultats d'un coup sur l'autre. C'est toujours un peu perturbant hein, de faire deux fois le même calcul et d'avoir des résultats différents. Voilà. Mais bon, donc, en fixant ce paramètre-là, on n'a aucun souci, on a une expérience qui est reproductible et identique. Alors, je vais quand même aller sur la doc un tout petit peu ici. Pourquoi? Parce que l'outil est plus riche que ça. Donc, on est sur la doc de scikit-learn en ligne. Hein, voilà. Déjà, premier élément, moi, j'avais pris les données, qui est en fait qui est un data frame panda, je l'ai mis dans une matrice NumPy. Ensuite, j'ai scindé les x d'un côté, les y de l'autre, et j'ai fait la subdivision. En réalité, on peut faire directement avec un panda ici data frame. Voilà. Donc, vous passez en paramètre ici panda data frame sans discerner les x et les y, il va scinder en deux le data frame. Donc, dans la sortie de la fonction, il n'y a que deux éléments cette fois-ci. Hein. Un premier data frame pour la partie apprentissage, un deuxième data frame pour la partie test. Et après, charge à vous par la suite de distinguer les x et les y. Hein. Donc, on peut appliquer directement cet outil-là, train test split, sur un data frame avec l'ensemble complet de données, x et y confondus. C'est une possibilité. Voilà. C'est à vous de voir quel est le plus approprié par rapport aux données que vous traitez, par rapport aux problèmes que vous traitez. Il y a un deuxième élément aussi qui est très intéressant, c'est qu'on peut faire un échantillonnage stratifié. C'est-à-dire que vous mettez en repère la variable cible et ça vous assure d'avoir exactement les mêmes proportions dans l'échantillon de l'acte des classes, dans l'échantillon d'apprentissage et dans l'échantillon de test. C'est-à-dire que si Y, il y a 50% de modalités positives si elle est binaire, hein, et 50% de modalités donc négatives dans l'échantillon global, quand vous faites la subdivision apprentissage-test, en stratifiant sur la variable cible, vous respectez à l'identique ces proportions-là. Sur l'échantillon d'apprentissage, il y aura 50-50 aussi, pile. Et sur l'échantillon test, 50%, 50% aussi positif, 50% négatif. Voilà. Ça peut être intéressant pour avoir des résultats où on est assuré d'avoir exactement les mêmes proportions sur les deux ensembles. Par exemple, si on travaille sur un échantillon de petite taille, sur l'échantillon de petite taille, comme le résultat, il y a une part d'aléatoire là-dedans, des fois, ça peut changer la distribution dans des proportions qui peuvent devenir problématiques. Hein. Soit quand les classes sont déséquilibrées, typiquement, ou bien quand on a un échantillon qui est de taille réduite. Hein, comme on fait un tirage aléatoire, ben voilà. Au moins, avec cette option-là, vous êtes sûr que la proportion des classes, les proportions de classes sont totalement respectées. Voilà. Ça, c'est sur Python. Sous Excel, comment ça se passe? On n'a pas ces outils-là. Voilà. Donc, c'est à nous de le faire. Donc, je montre ici, je vais faire une petite démo devant vous où je le fais avec la base Iris. La base Iris est très connue. Hein. On veut devenir le type de fleurs, voilà, qui sont Setosa, ensuite Versicolor et Virginica. Voilà, Iris de Fischer, on appelle cette base-là communément. Et pour devenir les types de fleurs, on a donc la morphologie des fleurs, hein, la longueur et la largeur
des sépales et des pétales. Voilà. Alors là, il y a 150 observations. Très bien. Et j'aimerais prendre 100 pour l'apprentissage et 50 pour le test. On n'a pas les mêmes outils que dans Scikit-learn, donc hein, ici l'apprentissage, je veux le mettre là et le test, je le mets là. Ce qu'il ne faut pas faire, déjà, c'est de prendre la base d'emblée et de dire je prends les 100 premiers pour l'apprentissage et les 50 suivants pour le test. Pourquoi d'emblée on ne peut pas faire? Parce qu'on ne sait pas comment la base a été triée. Là, dans mon exemple ici, et la base a été triée sur la variable cible. Donc, si je fais ainsi, là, et dans l'apprentissage, j'ai les deux classes, les deux premières classes, et dans le test, j'ai eu donc la troisième classe. Donc, on va créer le modèle prédictif sur les deux classes, et aucun exemple de la troisième classe, et dans la base test, on n'a que la troisième classe. Ça ne va pas le faire. Clairement, ça ne va pas le faire. Voilà. Donc, prendre X premiers, les N1 premiers et les N2 suivants, comme ça d'emblée, sans préparation, c'est un problème. Ce qu'il faut faire, c'est quoi? Et cette idée peut être valable si on est sûr que les données sont totalement brassées. C'est-à-dire qu'elles sont donc mélangées aléatoirement. Alors, comment on va faire ça? Tout simplement, on va créer un index qui n'a rien à voir avec le problème. Et on va trier la base sur cet index-là. Ce faisant, on est en train de mélanger donc totalement les lignes. La base est totalement brassée. Et une fois qu'elle est totalement brassée, là et là seulement, je peux prendre les N1 premiers pour l'apprentissage et les N2 suivants pour le test. Alors, comment créer cet index-là? On l'a créé avec des valeurs aléatoires. Je fais ici RND, c'est un titre comme un autre, hein, et j'insère ici la fonction aléa. C'est bien une fonction, hein, voilà, tac, et je fais copier-coller vers le bas, je vérifie, on a bien jusqu'en bas. C'est bien une fonction, si j'appuie sur F9, elle est recalculée à la volée. On est bien d'accord là-dessus. Une fois qu'elle est recalculée à la volée, donc moi, je sais que c'est des valeurs vraiment aléatoires qui sont générées par cette fonction-là. Qu'est-ce qui se passe? Et ce qui se passe, je vais trier la base sur cet index-là, sur cette colonne qui va servir d'index, voilà, qui n'a rien à voir avec nos données. On est bien d'accord. Ce faisant, ça mélange tout de manière aléatoire. Allons-y. Données, trier, sur la base RND. Croissant ou décroissant, ce n'est pas un problème. On est bien d'accord là-dessus. Ce qu'on veut, c'est les mélanger. Donc, croissant ou décroissant, ça dépend sur quel pied vous êtes levé le matin. Moi, je vais prendre croissant, parce que j'aime bien les croissants. Voilà, OK. Tac. Ça y est, c'est mélangé. Alors, on dirait qu'il l'a pas trié. N'oubliez pas qu'aléa, c'est une fonction. Donc, il a trié sur les valeurs précédentes. Ensuite, une fois que les valeurs sont triées, il a recalculé la fonction. Mais on s'en fout, ce n'est pas le problème. L'objectif était de mélanger ici aléatoire et de manière aléatoirement les lignes. Et c'est ce qu'on voit avec la classe ici. On voit bien que c'est mélangé aléatoirement. Donc, uniquement là, et uniquement une fois qu'on a brassé la base, voilà, on peut prendre des 100 premiers. Donc, je descends jusqu'à 101, il ne faut pas que je me trompe. Hein. Voilà. Je prends les 100 premiers, je la mets dans test, dans train plutôt. Paf. Et je prends les 50 suivants que je mets dans test. Voilà. Et voilà, on a bien ici 50 et là, on a bien des 100. Voilà. C'est une technique simple, voilà, qui permet de travailler sous Excel. Alors, si on veut faire un tirage stratifié, il faudrait faire comment? Il faudrait qu'on crée des feuilles intermédiaires où on met tous les cétosas dans une feuille, on met tous les versicolores dans une deuxième feuille et tous les virginicas dans une troisième feuille. Ensuite, dans les cétosas, on fait le mélange aléatoire et on fait le tirage. On prend les N1 sur 3 premiers, ainsi de suite. Et là, on se rend compte que ça devient extrêmement fastidieux. Donc, c'est les limites d'Excel. Excel est un excellent outil pédagogique pour comprendre ce que l'on est en train de manipuler. Et clairement, quand vous travaillez sur des vraies données, non. Ce qu'on fait en 2 secondes en Python, si on a compris ce qu'on a fait, ce qu'on fait en 2 secondes en Python, là, ça existe des manipulations. Et plus on manipule en informatique, plus on risque de faire des erreurs. Voilà. Je m'arrête là-dessus, donc je vais arrêter l'enregistrement. C'est la séance 7 qu'on va faire ça. Tac.